Écoutez, déjà, un grand merci à la direction de l'INSPE de m'avoir proposé de participer à ce moment. Moi, je vais vraiment être très, très brève. Je voudrais simplement remercier encore une fois les collègues et les étudiants et étudiantes qui ont préparé ce temps pour vous dire un peu comment on a travaillé. On a pensé que c'était important en amont de pouvoir échanger aussi un peu entre nous sur les questions qu'on pourrait vous poser. Et finalement, ça a donné déjà des temps que moi j'ai trouvé très intéressants, où à la fois on a pu s'appuyer sur le travail de la Fondation, mieux le découvrir. Et je crois que ça a aussi permis aux collègues, aux étudiants, aux étudiantes, un peu de partager des questionnements et des expériences. C'est-à-dire qu'on s'est finalement aussi beaucoup raconté quand même des moments qui se sont passés en tant que stagiaire enseignant, en tant que parent, en tant que personnel, en tant qu'individu. Et moi, j'invite vraiment les collègues et les étudiants et étudiantes à ne pas hésiter dans leurs questions à continuer sur la lancée qui a été engagée en vous redisant, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Je pense que le fait qu'on soit tous et toutes Il n'y a ici, que des mauvaises réponses. voilà. Vous inquiétez pas. Et donc vraiment, le fait qu'on soit tous et toutes ici montre qu'on s'intéresse à la question, donc vraiment à l'enjeu de comment est-ce qu'on peut éduquer contre le racisme. Donc vraiment, sentez-vous libre. On est dans un espace où je pense l'important, c'est de pouvoir échanger et avancer ensemble. Donc encore une fois, restons sur cette belle dynamique. Et c'est parti. Et bien du coup, la première question est toujours la plus dure, mais du coup, je compte sur vous pour voir une petite main se lever et commencer les échanges. Attendez, il y a une question au fond de la salle. Merci. Bonjour déjà. Je voulais savoir, Monsieur Thuram, pour commencer, comment est-ce que vous définirez le racisme et les discriminations? Comment est-ce que vous définirez ces termes? Alors tout d'abord, bonjour. C'est vrai, j'ai pas dit bonjour. Il faut toujours commencer par bonjour. Comment je définirais ça? C'est-à-dire que très souvent, le racisme, c'est la construction d'une certaine hiérarchie. Par exemple, si on parle de hiérarchie selon la couleur de la peau, donc du racisme, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui constitue l'histoire de nos sociétés. C'est-à-dire que nos sociétés, malheureusement, s'y construisent sur des hiérarchies selon la couleur de la peau. Et très souvent, ces hiérarchies, nous allons les reproduire, nous allons les intégrer d'une façon comme si ça ait toujours existé ou comme si c'était naturel. Pour bien comprendre, par exemple, lorsqu'on parle de hiérarchie, la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la hiérarchie des hommes sur les femmes, c'est-à-dire le sexisme. Et ça dure depuis tellement longtemps que parfois les hommes n'ont pas conscience de cette hiérarchie. Et pire encore, c'est que certaines femmes acceptent cette hiérarchie comme étant normale. Donc c'est vraiment une question de hiérarchie. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, je pense qu'il faut toujours lier ces choses-là, parce qu'en fait, très souvent, ce sont les mêmes mécanismes. C'est-à-dire, merci beaucoup, vous êtes fantastique. Parce qu'il y avait cette lumière depuis tout à l'heure, là je suis comme ça. On devait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fatigué. Oui, voilà, je pense que c'est le fait qu'il y ait des hiérarchies dans la société, qu'on ne questionne pas, ou qu'on ne s'aperçoit pas en fait qu'il y a encore ces hiérarchies. Voilà. Je vois une main tout au fond. Bonjour également. Je vais revenir sur vos propos par rapport au même mécanisme au niveau du racisme, de l'homophobie, du sexisme, etc. J'avais vu quelque chose de très intéressant aussi qui parlait de tout ça, que souvent les mêmes mécanismes, c'était souvent les mêmes mécanismes, pardon, je parlais plus près du micro. Ouais. Cependant, il y en a aussi qui démontrent que le fait de combattre, comment dire, le racisme, le sexisme, etc., avec un seul et même prisme, en parlant de toutes ces discriminations-là d'un coup, que ça aussi invisibilise aussi chaque combat. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment tout combattre d'un coup, après en exprimant différentes pensées, enfin en exprimant les différentes discriminations, ou pensez que chaque axe de combat doit être mené de différentes façons pour après se rejoindre? Je ne sais pas si je suis très clair dans la question. Alors, je ne sais pas si j'ai bien entendu ou bien compris. Moi, je pense que on ne peut pas combattre tous les types de racisme
en parlant simplement de racisme. C'est-à-dire qu'il faut effectivement donner à comprendre les mécanismes de chaque type de hiérarchie qui existe dans la société. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle du racisme anti-noir, ben, il faut l'expliquer d'où ça vient. Je pense que si on parle du racisme selon la religion, il faut expliquer. Ou le racisme, comme on dit le sexisme, il faut expliquer. Ou l'homophobie. En fait, je pense qu'il y a des explications spécifiques qu'on doit comprendre. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous. Parfois, on parle de racisme avec un grand R, mais ça ne donne pas à comprendre les mécanismes précisément. Voilà. C'est très important de rentrer dans les détails. Est-ce que je peux me permettre un petit rebond, comme ça laissera le temps de faire circuler la parole. Donc n'hésitez pas à lever la main, mon collègue vous voit. Pour rentrer aussi très directement dans le sujet, hein, quand on a discuté avec les collègues étudiants et étudiantes, il y a eu plusieurs récits de situations où, par exemple, des enfants très jeunes pouvaient dire à des professeurs des écoles je n'aime pas un tel parce qu'il ou elle est noir. Ou je n'aime pas un tel parce qu'il ou elle est noir et ça me fait peur. Et du coup, le récit de nos collègues au sens large était de dire moi j'ai été un peu décontenancée et avec vraiment des questions très concrètes sur comment on réagit, comment est-ce qu'on peut faire quand on a un petit enfant très jeune qui formule ces phrases-là par-delà l'effet de oula, mais qu'est-ce qui se passe, quel conseil ou qu'est-ce que vous pouvez partager avec ses collègues pour faire face à ce genre de situation. Alors moi, je dirais que la première des choses, lorsqu'on parle de ces problématiques de racisme, de sexisme, d'homophobie, c'est pouvoir que chacun de nous, on puisse se questionner sur nos propres préjugés. Parce que c'est selon nos propres préjugés, selon nos connaissances, qu'on va pouvoir donner la bonne réponse à une situation de racisme dans votre classe, ou donner une mauvaise réponse. Parce qu'on peut aussi donner une mauvaise réponse ou ne pas savoir quelle réponse donner. Donc je pense que chacun de nous, nous devons nous questionner à savoir pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. Parce que ce qui se passe dans cette classe entre les deux enfants, ça raconte l'histoire de la racialisation du monde. Mais pour cela, il faut avoir conscience que nous sommes le fruit de cette histoire-là. Et que nous aussi, peut-être que nous avons certains préjugés et que nous devons faire face à ces préjugés. Dans ce cas-là, si c'est un problème lié à la couleur de la peau, il faut savoir qu'effectivement, notre monde, comme je disais tout à l'heure, le monde moderne s'est construit sur la racialisation du monde, sur l'idée qu'il y aurait plusieurs races et qu'il y aurait des races supérieures ou inférieures. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se joue entre ces deux enfants, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps encore, dans les écoles, on apprenait qu'il y avait une race supérieure, la race blanche. On apprenait ça à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait des lois qui disaient que, selon votre couleur, vous n'avez pas les mêmes droits. Si vous étiez une personne dite de couleur blanche, vous avez plus de droits que les personnes dites de couleur non blanche. Et donc, c'était inscrit dans les lois. Par exemple, qui ici a déjà entendu parler du code noir? Levez la main. D'accord. Je suis surpris déjà, il y a pas mal de personnes. La grande majorité des gens n'ont jamais entendu parler du code noir. Donc, on ne peut pas comprendre le racisme si on ne connaît pas le code noir. Parce que le code noir, effectivement, c'est ce code qui expliquait comment on devait se comporter avec les personnes noires mises en esclavage en France. Et ce code noir commence en 1685, finit en 1848 à l'abolition de l'esclavage. Et on a toujours tendance à penser que c'est très 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 loin, ou parfois c'est désincarner l'esclavage. Mon grand-père, je dis très souvent, est né 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Et donc en fait, si on veut comprendre effectivement le pourquoi du racisme, il faut connaître l'histoire. Il faut se questionner. Il faut chercher des informations qui vont nous permettre de comprendre les situations de racisme. Après, je dis très souvent, par exemple, notre pays a colonisé beaucoup de pays dans le monde. Mais il y avait le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, effectivement, disait que les personnes non blanches avaient moins de droits que les personnes blanches. Et ce code de l'indigénat se termine dans les années, à la fin de la colonisation des années 60.
Ma mère est née en 1947. En 1947, ça veut dire que le code de l'indigénat existait. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de racisme lié aux lois, on a tendance à penser à la ségrégation, d'accord, à l'apartheid, mais on ne se rend pas compte qu'effectivement, notre propre pays a eu des lois racistes. Parce que c'était le monde, à cette époque-là, en fait, était commandé dans l'idée qu'il y avait une hiérarchie de certaines personnes sur d'autres. Et je dis très souvent, ma mère, elle est née en 47, en 48, il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud. Les mêmes pays qui ont voté les droits de l'homme en 1948 ont cautionné l'apartheid. Et c'est pour cela que je dis très souvent qu'en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48, en fait, c'est pour les personnes blanches. Ça peut choquer, mais dans l'imaginaire, c'est vrai. Et par exemple, aux États-Unis, il y avait la ségrégation. Et donc, je pense que nous devons vraiment prendre conscience que cette histoire de racisme selon la couleur de la peau constitue en fait notre histoire. Et la preuve encore, c'est qu'aujourd'hui, il y a de façon inconsciente parfois des préjugés selon la couleur de la peau des gens. Et parfois, c'est extrêmement rapide, hein, parce que c'est extrêmement ancien, et c'est surtout que de génération en génération, on a cultivé le fait que c'était vrai. Parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire que les choses ne changent pas, parce que de génération en génération, on reproduit des schémas en expliquant que ces hiérarchies sont vraies, comme on explique que la hiérarchie entre les hommes et les femmes est vraie. Et donc c'est tout à fait compréhensible que des enfants reproduisent ces schémas. Parce que ces enfants-là, en fait, vivent dans un environnement, et ce n'est pas simplement l'environnement familial, hein, parce que très souvent on a tendance à dire « oui, c'est au sein de leur famille ». Non, ce n'est pas qu'au sein de la famille. C'est un environnement où, effectivement, chacun de nous, on vit dans ce sentiment-là, parfois sans se l'avouer. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Pour revenir sur ce qui a été dit et vos propos sur la hiérarchie et le fait qu'il y ait différents mécanismes, je voulais utiliser un exemple que j'ai pu vivre en tant qu'élève au lycée. Au niveau de la notion d'assignation. N'hésitez pas à parler bien fort. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, merci beaucoup. Oui, du coup, c'était pour revenir sur la hiérarchie. Je voulais prendre l'exemple de l'assignation en utilisant une situation troublante que j'ai pu vivre dans ma vie d'élève au lycée. C'est quand je me suis rendu lors d'une pause méridienne à la cantine et qu'un personnel justement de la cantine a refusé que je choisisse le menu contenant du porc par exemple et m'a donné à la place le menu avec le poisson en me dévisageant et en prétextant que j'étais musulman et que je ne devais pas manger ce genre de choses. Donc par rapport à la question que je voulais vous poser, donc j'ai pas encore les réponses dessus, mais je voulais savoir comment l'école pouvait éviter d'assigner les élèves et ou les enseignants par exemple, ou les personnels en général. Merci. Je peux vous reformuler et après on échangera de micro, je crois, parce que je pense que le mien il est mieux que le micro de la salle, donc on fera l'inverse. En fait, ce qu'expliquait Théo, c'est que quand il était élève au lycée, il s'est retrouvé dans une situation très étrange où en fait à la cantine, on a refusé de lui servir du porc en lui disant bah non, tu peux pas manger, toi tu peux pas manger du porc. Donc en présupposant qu'il était musulman, voilà. Et donc à partir de là, la question c'est bah, comment on fait à l'école pour ne pas assigner comme ça des identités en fait supposées à des élèves, mais certainement aussi à des parents. Comment est-ce qu'on peut travailler cette notion justement d'assignation, de projeter en fait sur des individus des représentations toutes faites. Bah, comme je disais tout à l'heure, vous savez, je crois que très souvent on ne se rend pas compte que chacun de nous, nous avons besoin en fait de faire des groupes pour réfléchir rapidement. D'accord ? C'est-à-dire que chacun de nous, nous avons une façon de penser le monde, de faire des groupes, d'avoir des préjugés pour penser le monde. Et en fait, il faut juste avoir conscience de ça et de faire très attention. Parce que chacun de nous, on peut avoir des pensées rapides sur quelqu'un. Donc mettre les gens dans des cases. Et donc c'est pour cela que je dis que lorsque vous êtes prof,
donc ça veut dire que vous allez avoir des enfants devant vous, il faut que vous sachiez que dans votre façon de penser, vous aussi, vous pouvez le faire. Et à partir du moment où vous êtes attentif à ça, il y a plus de chances que vous ne le fassiez pas. Les gens qui sont à l'extérieur, effectivement, il faudrait qu'on puisse les éduquer aussi. Chacun de nous, on devrait être éduqué, mais très souvent, on n'est pas éduqué à comprendre le racisme, le sexisme, l'homophobie. On n'est pas éduqué à ça. Et c'est pour cela que je pense que c'est vraiment que chacun de nous, on prenne conscience que les personnes racistes, ce n'est pas les personnes méchantes. Hein. Ça peut être vous ou moi. Et donc, cette personne qui vous dit « tu ne peux pas le manger », mais cette personne pense être super positive, de prendre soin de vous, en fait, sur ce moment-là. Et donc, il faut aussi éduquer les enfants à ne pas s'enfermer dans des catégories. Mais c'est extrêmement compliqué ce que je vous dis, hein, parce que chacun de nous, nous sommes éduqués dans un sens. Et très souvent, on ne se rend pas compte que, en fait, nous sommes conditionnés à reproduire des schémas de pensée qui existent déjà. Par exemple, lorsque je suis avec les enfants et qui ne comprennent pas vraiment ce que j'entends par conditionnement, je leur demande, dites-moi, qui entre vous a la même religion que les parents? D'accord? La grande majorité des enfants lèvent la main. Et je leur dis, voilà, vous êtes éduqués dans une religion, vous n'avez rien demandé à vos parents. D'accord? Vous n'avez rien demandé à vos parents. Alors ce soir, vous savez quoi? Vous allez rentrer à la maison, lorsque vous êtes à table, vous dites à vos parents que vous voulez changer de religion. Et là, les enfants, ils sont un peu en panique, ils disent, oh là 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 là, ils s'imaginent déjà. Et je leur dis, voilà, ce qui est compliqué, c'est de développer une pensée libre. Parce qu'autour de vous, les gens ne veulent pas que vous soyez libre. Mais, par exemple, lorsque vous grandissez dans une religion, en fait, ça contrôle votre intimité et votre perception du monde. Et parfois, on ne se rend pas compte. Et cette perception du monde vous dit que votre perception est juste. Et c'est pour cela que parfois, il y a des problématiques entre personnes ayant été conditionnées différemment. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'il est très important que chacun de nous, nous puissions déjà être libres dans notre façon de penser, mais pour être libre dans notre façon de penser, il faut prendre conscience du conditionnement qui est le nôtre, pour pouvoir justement essayer de développer chez les enfants cette liberté de penser. Et ce qui serait intéressant, lorsque justement il y a deux enfants dont l'un dit « je ne veux pas être avec celui-là », la première question, c'est lui dire « pourquoi ?» Explique-moi, pourquoi? Et écoutez ce que l'enfant va dire. Et à partir du moment où ce que l'enfant va dire, vient la déconstruction et lui montrer que tu dis ça, mais ça n'a pas de sens et je t'explique pourquoi tu le dis. Mais très souvent, on ne fait pas cette démarche. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette démarche pédagogique devant une situation de racisme. Et moi, par exemple, mes enfants ont déjà subi le racisme à l'école. J'ai déjà été voir, c'était une directrice, et donc je déconstruisais avec elle, mais elle était en panique. Parce que moi, j'étais très calme, en fait. Je lui expliquais pourquoi la situation, et je voyais bien qu'elle ne comprenait rien au racisme. Et si vous ne comprenez rien au racisme, en fait, vous n'aidez pas la personne qui subit le racisme. C'est pour cela que très souvent, lorsqu'il y a quelqu'un qui est victime, comme on ne sait pas quoi dire, on finit par dire « ouais, ben c'est pas grave » et on passe à autre chose. Mais moi, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant à ce moment-là de dire à la dame « excusez-moi, en fait, sur quels critères vous dites que je ne peux pas manger ça, en fait ?» Et donc là, tout d'un coup, il y a une discussion qui se met en place. Et si la discussion est bien menée, cette personne ne fera jamais plus ces remarques-là. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est donner à comprendre que ce que vous êtes en train de faire n'est pas juste. Voilà. Pour juste compléter, on s'est interrogé sur ce que vous êtes en train d'expliquer là. On a pu discuter, encore une fois, avec les collègues étudiants et étudiantes, de situations comme ça où certaines ont été confrontées à du racisme. Et donc avec cette question de « mais qu'est-ce qu'on dit ?»
Et donc typiquement, on a une collègue, je peux me permettre de partager son récit, où elle nous expliquait, donc elle est allée donc une collègue noire qui allait chercher son enfant à l'école, et donc donc son enfant est métisse. Et donc, elle est allée la chercher avec la nounou de son, je ne sais plus si c'était sa fille ou son fils, je ne sais plus, qui est blanche. Et donc, la maîtresse s'est adressée spontanément à la nounou en disant « vous êtes la maman ». Voilà. Et donc, notre collègue nous expliquait qu'il y a eu un moment vraiment de grande gênance. De grande gênance, j'ai dit grande gênance. Ouais. De gêne, excusez-moi. De gêne, voilà, pardon, l'INSPE, bravo. Voilà. Donc, de gêne. Et qu'en l'occurrence, la maîtresse avait tenu à faire un rendez-vous ensuite pour pouvoir s'excuser. Et du coup, elles avaient échangé. Et sur cette base, on s'était un peu posé... la question de un peu la pédagogie, enfin un peu, je ne sais pas si je le dis bien, mais vous voyez la pédagogie de l'antiracisme, mais de comment on réagit, c'est-à-dire que le dialogue, mais aussi parfois le droit de montrer sa colère, ou enfin voilà, comment est-ce qu'on réagit dans ces situations-là. Et j'avais peut-être envie de vous redonner la parole sur ce sujet, parce que je trouve que vous l'abordez et c'est intéressant. Alors tout d'abord, vous savez comment réagir. Souvent, les personnes qui subissent le racisme, en fait, ne savent pas comment réagir. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, vous êtes toujours surpris. D'accord ? À part si vous êtes dans l'hypervigilance, ça veut dire que peu importe où vous êtes attentif. Vous savez que ça peut arriver à tout moment. Et moi, je dis à certaines personnes qui sont comme ça, d'arrêter de faire ça. Parce que sinon, vous vivez pas pleinement votre vie. Vous êtes toujours en disant... Oh là, ça peut arriver à tout moment. Vous êtes dans un stress permanent. Et c'est pour cela que très souvent, les gens ne savent pas, parce qu'ils sont surpris, parce que ça peut arriver à tout moment. C'est-à-dire que vous allez chercher votre enfant à l'école tranquillement, et là, vous n'êtes plus la mère, vous êtes la nounou. Donc vous êtes déstabilisé. Par contre, après être déstabilisé, il faut obligatoirement signifier que ce qui vient de se passer, c'est pas normal. Parce que très souvent aussi, les personnes qui sont victimes, et ça, peu importe le fait d'être du racisme ou pas, en fait, très souvent, ont tendance à laisser faire et à passer, à accepter. Parce que de toute façon, ça va être trop long à expliquer. En fait, c'est un tort. Parce que c'est une façon d'éduquer la personne qui est en face. Moi, c'est ma façon de penser les choses. En fait, vous ne laissez pas passer. Vous interpellez l'autre personne, et parce que l'autre personne parfois peut avoir des réactions racistes ou des pensées racistes sans être conscient de cela. C'est pour cela que je dis qu'il faut être très attentif, parce que chacun de nous, moi je peux avoir peut-être une façon de penser sexiste et que je ne me rends pas compte. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un me dise Lilian, quand je vais t'expliquer ce que tu viens de dire là, en fait non, c'est pas possible. Et moi je crois qu'effectivement, que le fait de pouvoir écouter une explication, ça vous permet de grandir. Bien évidemment, très souvent aussi, il y a la mauvaise foi. La personne en face, tu n'as pas bien compris, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, je crois que tu te victimises quand même, on ne peut plus rien dire. Donc là, c'est une stratégie. Donc il faut, je vois des sourires, je vois que... Et donc c'est très important de vraiment discuter de ce sujet-là, vraiment. Et effectivement, lorsque vous subissez le racisme, si vous connaissez aussi l'histoire du racisme, en fait, vous pouvez mieux expliquer les choses. Et surtout, vous pouvez vous protéger du racisme. Parce qu'en fait, les personnes qui sont victimes de racisme, sont violentées parce qu'aussi, ils ne connaissent pas l'histoire du racisme. Moi, par exemple, la première fois que j'ai subi le racisme, j'avais 9 ans. Et c'est pour ça que je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Des enfants m'avaient insulté de sale noire dans ma classe, donc je m'étais violenté comme tout enfant. Je suis rentré à la maison, j'ai posé la question à ma mère, mais en fait, pourquoi elle me dit ça? Et ma mère m'a donné une très mauvaise réponse. C'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. En fait, elle était en train de me dire, le racisme, c'est normal, c'est une fatalité, on ne peut rien faire contre. Et ça, c'est la pire des choses qu'on peut donner à un enfant ou à une personne qui est victime de quelque chose. Ouais, t'es victime, c'est pas grave, c'est comme ça, tu devras vivre avec, mon chéri. Et donc, c'est là que justement, qu'on a besoin d'adultes comme vous, où vous allez donner de l'explication aux enfants, aux deux, pour que les choses ne se reproduisent pas.
convoquer les parents pour discuter de ces sujets, pour comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà. Merci. On va redonner la parole à la salle. Oui, et le son du micro a été monté, donc même si vous êtes timide, on va vous entendre. N'hésitez pas à lever la main. J'ai remarqué que les profs étaient très souvent timides. Alors, peut-être. Je ne sais pas, j'ai remarqué. Et ils me disent, ouais, mais parce qu'en fait, devant les élèves, non, mais qu'on doit prendre la parole autre part, oui. Parce qu'on laisse la place à nos étudiants et étudiantes. Non, mais là, je parle des étudiants et étudiantes. Hein. Futurs profs. Ben oui. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà timides et c'est des futurs timides. Bonjour. Bonjour. Je confirme, les profs sont très souvent timides et je suis timide. Est-ce que Donc, vous pouvez vous mettre debout pour aider à la timidité? Mettez-vous debout, qu'on puisse vous voir. Voilà. Allez, hop, voilà. Ah. Alors, rebonjour. On a parlé jusqu'à présent du racisme et on a souvent parlé d'éducation qui suivent des fêtes, qui s'appuient en tout cas sur des événements ou sur des fêtes. D'accord ? Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de faire l'éducation au racisme en dehors de ces fêtes-là? Je veux dire, en début d'année, dans une classe où il n'y a pas eu d'événement, il n'y a pas eu de confrontation entre personnes discriminées, discriminants, etc. Est-ce que ce serait pas... Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire, en tout cas, de faire du racisme un sujet d'éducation, simplement? Ça éviterait, de toute façon... ça permettrait aux enfants qui en seraient victimes de ne pas en arriver là, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'enfants qui vivent des discriminations, qui vivent du racisme, qui n'osent pas le dire, et quand on s'en rend compte, on se rend compte que ça s'est passé une fois, deux fois, plusieurs fois, et depuis longtemps, d'une part, et d'autre part, il y a des enfants qui ne savent pas réagir, qui ne disent rien, et qui sombrent dans une violence parfois, parce qu'ils ne savent pas réagir. Donc pour ne pas en arriver là, est-ce qu'il ne faudrait pas, en amont, faire le travail que vous faites au niveau des enseignants, mais aussi faire le travail en classe, devant des enfants, avant même qu'il y ait eu un événement? Alors, comme on fait une éducation aux droits de l'homme, en fait. Ok, alors tout d'abord, si jamais j'ai voulu rencontrer les futurs professeurs, c'est juste pour faire le travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une classe et que vous avez des informations sur le pourquoi du racisme, ça veut dire que vous pouvez être dans la classe et anticiper les choses. Parce qu'il faut anticiper les choses. Moi, je vois très bien ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants. Moi, j'ai 2 garçons. Et donc, depuis qu'ils étaient tout petits, je leur ai parlé du racisme. Mais pourquoi ? Mais pour qu'ils puissent se protéger. Ça veut dire que je les vaccine. Ça veut dire que quand ça va arriver, en fait, ils vont pouvoir se dire « Ah, ok, ah ouais, c'est ça là, alors mon père, il m'en avait parlé déjà. » Et c'est pour cela que d'ailleurs, qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème de racisme à l'école, mes enfants sont venus me raconter, mais parce que j'avais déjà anticipé les choses. Je leur disais, voilà, écoutez-moi bien, vous allez sûrement rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités parce que vous êtes comme vous êtes. Sachez que ce n'est pas vous le problème, c'est les autres. Ils vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles, et survaloriser vos capacités physiques. Parce que, effectivement, historiquement, on a mis certaines personnes dans des catégories où, effectivement, c'était des corps, force physique, et d'autres étaient intelligents. Et donc, on vous a mis dans la catégorie du corps. Un jour, il rentre à l'école, Marcus, il me dit, papa, il y a un tel qui m'a dit, ouais, les mathématiques, c'est plus difficile pour toi parce que tu es noir. Et je lui dis, mais Marcus, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, bah, je me suis mis à rigoler. Pourquoi il a rigolé? Parce que je l'avais éduqué. Et donc, ça veut dire que quand c'est arrivé, eh ben, il s'est mis à rire en disant, mais il est fou, lui. Et tout d'un coup, il n'a pas eu de doute que c'était le camarade qui disait que les mathématiques étaient plus dures que lui qui avait un problème. Une fois à l'école, il y a la directrice qui lui dit à Kefren, le deuxième, il
il va falloir que tu te coupes les cheveux parce que tu perturbes la classe. Ah bon? Ah bon, elle t'a dit ça, la directrice? Oui. Ah, je dis, mais écoute chérie, je vais t'expliquer pourquoi elle t'a dit ça. Parce qu'en fait, toi, tu as des locks. Et en fait, les locks sont très mal vus par beaucoup de personnes. Et même par les personnes noires. Parce que ça fait, à l'époque en tout cas, hein, certaines personnes, ça change aujourd'hui, c'est sale, c'est les gens peu recommandables qui ont des locks. Et quand j'étais enfant en Guadeloupe, j'ai grandi avec cet imaginaire-là. Hein. Ça veut dire les locks, c'est les vauriens. Et donc, et je dis, mais mon amour, si toi tu veux avoir les cheveux longs, ben, il y a deux possibilités, soit tu as un afro ou des locks. Et donc, il va falloir qu'on discute avec la directrice. Donc, je vais voir cette directrice. Je lui dis, excusez-moi, il semblerait que vous avez dit à Kefren qu'il fallait qu'il se coupe les cheveux parce que ça créait problème. Je lui dis, mais dans votre école, il y a des filles qui ont des cheveux longs, non? Il y a des garçons qui ont des cheveux longs. Donc, ce n'est pas les cheveux longs qui créent problème. Ah, je dis, j'ai compris. En fait, vous savez ce qu'on va faire? On va demander à Kefren de changer de couleur de peau. Et la dame, elle a paniqué, elle a dit, oh là 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 là, sur quel terrain il m'emmène, lui? Parce que je ne vais pas parler des cheveux, je vais parler de la couleur de peau. Mais je fais le lien. C'est-à-dire que historiquement aussi, il y a des cheveux qui sont acceptables et des cheveux qui ne sont pas acceptables. Et elle me dit, écoutez, non, je crois qu'il y a un malentendu. Sachant que j'emmène toujours mes deux garçons avec moi lors de la discussion. C'est juste pour leur dire que vous avez le droit de vous protéger, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le racisme. Hein. Beaucoup de gens vont vous dire que c'est comme ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc, je les emmène toujours avec moi. Et la directrice, elle a dit, bah, écoutez, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne sais pas. Et j'ai dit à Kefren, bah, Kefren, je pense qu'effectivement, il y a eu un malentendu. Les cheveux de mon fils va bien? Oui, ses cheveux sont très très bien. Ah ben Kefren, je te l'avais dit, tu as des magnifiques locks, c'est très bien. Ok? Donc tout d'un coup, il y a eu l'éducation de cette directrice, et croyez-moi, elle ne le fera plus jamais. Et ok, Kefren et Marcus ont été éduqués, je dois me défendre, et on avance. Et donc je suis totalement d'accord avec vous. En fait, la pire des choses, c'est d'attendre. Non, c'est en amont. Mais pour en discuter tranquillement, sereinement, il faut avoir des informations. C'est pour cela que moi, je crois beaucoup à l'histoire. Et je crois beaucoup en l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les informations qui font la différence. Encore une fois, on ne réfléchit qu'à travers les connaissances que nous avons. Donc, si nous voulons enrichir nos connaissances, il faut aller vers la connaissance et chercher les informations sur le racisme. Parce qu'encore une fois, ben, nous sommes le fruit de cette histoire. On va faire un truc tout bête. Pour montrer que nous sommes encore dans ces catégories. Qui est blanc ou blanche ici? Levez la main. Donnez le micro à une personne blanche, s'il vous plaît. Le plus proche. Ok. Jeune homme, vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Ah ben c'est très intéressant, vous êtes jeune. Ça ne veut pas dire que nous sommes vieux, mais vous êtes jeune quand même. Alors, vous êtes blanc depuis quand? Depuis que je suis tout petit. Petit, c'est vrai? Ouais. Non. Ah si. Non, mais attends, tu veux me dire que tu es sorti et là tu t'es dit je suis blanc? Ouais. Ok. Donc déjà il parlait. Il est sorti, il parlait, il s'est dit qu'il est blanc. Alors, tes deux parents sont blancs? Oui. Ok. Est-ce que tu te souviens du jour où ils t'ont dit que tu étais blanc? Non, du tout. Tu t'en souviens pas? Ok. Donc c'est toi-même en sortant, tu t'es dit je suis blanc. Ok. Est-ce que tu connais les couleurs? Oui. Tu es sûr? Oui. D'accord. Le pull de la dame devant est quelle couleur? Bleu. Bleu. Tu es sûr? Oui. Cette feuille est de quelle couleur? Blanche. Est-ce que tu es de la même couleur? Pas totalement, non. Non, j'ai pas compris. Est-ce que tu Du es coup, de la non. même couleur? Non. Non. Ok. Alors pourquoi tu dis que tu es blanc? Ce serait parce que c'est le terme
entre guillemets, qu'on emploie tout le temps, quoi. C'est le terme qu'on emploie tout le temps. Ouais, on emploie Donc ça veut dire que toi, tu connais les couleurs. Là, c'est blanc. Toi, tu n'es pas blanc, mais tu dis que tu es blanc. C'est ça. Mais d'où ça vient, ce terme qu'on utilise? Je ne saurais pas dire. Ok. Donc si tu n'es pas blanc, tu es de quelle couleur? Factuellement, ce serait plus beige, du coup. Ok. Tous les enfants, ils finissent par dire qu'ils sont beiges. En fait, ce qui est très intéressant, est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir qu'est-ce que c'est être blanc? Non. En fait, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que chacun de nous, nous utilisons des catégories, nous utilisons des façons de dire ou de penser, mais on ne réfléchit pas d'où ça vient et quelle est la signification d'être blanc. Est-ce que être blanc, c'est comme être noir, d'après toi? Non, du tout. Pas du tout. Effectivement. Et donc c'est ça qui est très intéressant. Mais le fait de dire je suis blanc, je suis noir, en fait il y a une histoire. Il y a une histoire de la racialisation du monde. Et selon votre couleur de peau, en fait ce n'est pas la même histoire. Selon votre couleur de peau, vous ne vivez pas l'espace public de la même façon. Mais la grande majorité des gens n'ont pas conscience de ça. Ça veut dire qu'ils ne pensent même pas à questionner ces catégories. Et c'est pour cela que je dis que c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ces catégories ne sont pas totalement vraies, parce que ce n'est pas nos couleurs de peau. Par exemple, j'ai compris cela grâce à mon deuxième fils, Kefren. Il avait 4-5 ans à l'époque. Nous étions en Italie. Je lui dis, tiens mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Le mec, il me regarde, il me dit, bah, papa, je ne suis pas noir. Et moi, j'y merde, le mec, il a un problème. Il n'assume pas sa couleur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, mais papa, je suis marron. Je lui dis, bah, les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Il me dit, bah, ils sont roses. On rigole, mais ce qui est très intéressant, quand je dis se poser la question à savoir pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je pense ce que je pense. En fait, ce n'est pas anodin. Parce que si tu te vois blanc, et tu me vois noir, et moi je me vois noir, en fait on reproduit toute une idéologie derrière. Et c'est pour cela qu'effectivement, il y a des enfants qui peuvent dire non, je ne donne pas la main à lui, parce que ça raconte cette histoire. C'est-à-dire, je ne lui donne pas la main parce qu'il est noir, et en fait, ça représente quelque chose qui me dit qu'à lui, je ne peux pas donner la main. Et le racisme, c'est ça, le sexisme, c'est ça, l'homophobie, c'est ça, en fait. C'est des choses qui sont ancrées depuis des générations et générations et qui sont cultivées aussi, parce que ce n'est pas que quelque chose d'ancien, hein, c'est qui sont cultivées aussi aujourd'hui. Et vous allez voir que beaucoup de personnes, notamment au niveau politique, c'est pour ça que je dis que le racisme, c'est une idéologie politique, d'accord? C'est une idéologie politique. La construction de la racialisation du monde, ce n'est pas simplement au hasard. C'est parce qu'à un moment donné, on voulait exploiter certaines personnes, et pour pouvoir exploiter certaines personnes, on est obligé de construire le fait qu'ils soient inférieurs, qu'ils soient différents, donc exploitables. Et c'est pour cela que je dis très souvent aux professeurs, lorsque par exemple vous devez aborder des périodes de l'histoire, il faut faire très attention à comment on va présenter les choses. Lorsque vous parlez par exemple de la traite négrière, de l'esclavage, il faut dire que c'est un système économique et pas un affrontement entre personnes de couleurs différentes. La colonisation, ce n'est pas un affrontement entre personnes de couleurs différentes ou de cultures différentes. Non, c'est un système économique. Et tout système économique doit construire un discours pour légitimer sa violence. Et c'est pour cela que, encore aujourd'hui, quand je parle de racisme, c'est pouvoir essayer de comprendre quel est le discours économique aujourd'hui. Est-ce que le discours économique ne renvoie pas les uns les autres contre, en disant oui, voilà, c'est la faute d'un tel, en fait, pour masquer sa violence. Et l'idée du racisme, encore une fois,
du sexisme, de l'homophobie, c'est qu'on puisse se voir comme des êtres humains avant tout. Donc ça veut dire que nous puissions créer des solidarités. Parce que le racisme, le discours raciste, le discours sexiste, en fait, a un but. Et autant il y a des personnes qui veulent changer les choses, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité, autant il y en a qui ne veulent pas changer les choses. Parce que ça aussi, c'est très important. Il ne faut pas être d'une naïveté totale en pensant que tout le monde veuille changer les choses. Parce que si tout le monde voulait vraiment changer les choses, ben, on vivrait dans une société où il n'y a pas de racisme, pas de sexisme, pas d'homophobie, pas de problème de religion. C'est parce qu'il y en a qui veulent qu'il y ait des problèmes. Et je pense que ça, c'est très important. Et c'est pour cela que je dis que chacun de nous, on doit se poser la question à savoir aussi, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Parce que il y a des gens qui pensent être neutres. La neutralité n'existe pas. Quand vous êtes neutre, ça veut dire que les injustices peuvent continuer. Et il faut vous poser la question, si jamais vous êtes neutre, il faut vous poser la question, pourquoi vous êtes neutre? Ça, c'est très important. Et c'est pour cela que je dis que, à partir du moment où les professeurs sont éduqués à se poser des questions, à comprendre les choses, en fait, c'est plus facile d'intervenir devant les élèves. C'est plus facile, à chaque moment où vous avez un cours, de emmener une discussion pour construire l'égalité dans la classe et éveiller les enfants, justement, à cette idée que chacun de nous, nous sommes différents, chacun de nous, nous sommes uniques, chacun de nous, nous sommes des êtres humains et que nous devons prendre soin l'un de l'autre. Ça me paraît essentiel, mais encore une fois, il faut faire le travail. Donc il faut déconstruire déjà ces catégories. Donc vous, dorénavant, ce soir à la maison, vous dites à vos parents, vous êtes de quelle couleur? Non, le jeune homme de 20 ans? Du coup, beige. D'accord. Tu vas les déstabiliser, ils vont dire, ok, écoute-moi bien, tu vas arrêter direct tes études là, avec tes trucs bizarres là. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que les catégories, vous pouvez vouloir en sortir. Par exemple, si vous êtes une personne de couleur dite noire, normalement, la vie que vous avez vous emmène à vouloir sortir de ces catégories, de questionner les catégories, de sortir, de mettre fin à ces catégories. Mais si vous êtes d'une catégorie blanche et que vous êtes conscient d'être vraiment totalement blanc, ben vous pouvez justement vouloir garder cette catégorie. C'est comme être un homme ou une femme. Quand vous êtes un homme et que vous êtes conscient de ce qui se passe dans la société, vous savez très bien que vous avez le beau rôle. Hein. Les hommes qui disent « Ah ouais, tu crois ?» Moi, quand même. Ah ouais, attends, c'est quand même les femmes qui... faut pas... C'est des menteurs. Tous les hommes, nous savons très bien. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs à ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui commencent à en avoir marre même, en disant « Ouais, ça va, c'est bon, c'est toujours de notre faute en fait. C'est quoi cette histoire ?» En plus, si vous êtes un homme blanc, alors là, c'est chaud. Là, ils se disent « Ouais, quand même !» Parce que justement, il y a des hommes qui ne veulent pas changer, puisque historiquement, nous sommes dans la catégorie dominante. Et donc, les personnes qui ne veulent pas changer, ce sont les personnes qui tirent avantage d'une situation. Mais les gens qui sont infériorisés, ils veulent changer. Je ne sais pas, moi, si par exemple, je sais pas, moi, vous habitez dans... je sais pas, comment je pourrais dire, au soleil, dans une villa, piscine, 500 mètres carrés. On vous dit, bon, voilà, écoute, c'est un peu exagéré, tu es tout seul quand même là-dedans. Hein. Il va falloir faire en sorte... Ben, le mec, il ne veut pas partir, il dit, c'est quoi votre histoire? Ben, la personne qui habite dans un 10 mètres carrés, ben, il veut changer. C'est pour ça que, en fait, le changement, très souvent, vont arriver des personnes qui trouvent injustes les choses. Et je pense que c'est rendre visibles les injustices qui fait que les gens vont se dire non, on ne peut plus accepter certaines choses. Mais c'est dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, s'il y a une grève, c'est qu'à un moment donné, certaines personnes ont dit il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Mais non, parce qu'on va à la catastrophe.
Et donc, moi, je pense que c'est la même chose dans les problématiques de société. Mais en face, il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Voilà. Vos multiples déplacements professionnels à l'étranger vous ont permis de découvrir des approches très différentes de la laïcité. Par exemple, la laïcité anglo-saxonne qui donne peut-être plus de place à l'identité qu'à la dimension universaliste de la laïcité à la française. Aussi, y aurait-il moins de discrimination dans les pays anglo-saxons? Ben, vous savez, encore une fois, je pense que lorsqu'on parle de sexisme, par exemple, ben, c'est le monde. Hein. Dans le monde anglo-saxon, il y a du sexisme. Lorsque vous parlez du racisme lié à la couleur de la peau, dans le monde anglo-saxon, il y a ce racisme lié à la couleur de la peau. Parce que ça a été une idéologie monde. Très souvent, on ne se rend pas compte que le suprémacisme blanc, d'accord, comme on peut parler le suprémacisme masculin, en fait, c'est quelque chose qui est très profond historiquement et très proche de nous. Très, très proche de nous. L'apartheid en Afrique du Sud, d'accord, parce que tout le monde regarde Nelson Mandela comme si c'était un... Comment je pourrais dire? Comme s'il n'avait même pas existé, en fait. C'est pas un super-héros, je dirais, c'est un ange. Mais ça se termine dans les années 90. Hein. Certains, peut-être, n'étaient pas nés. Moi, je suis né en 1972. Et l'apartheid, c'est quoi? Ben, en fait, c'est du suprémacisme blanc. Comment il s'appelle, Malcolm X ou Martin Luther King. En fait, ils se battaient contre quoi? Contre le suprémacisme blanc. La ségrégation aux États-Unis, c'est ça. Et quand je parle de la colonisation, c'est cette idée, en fait, qu'il y a des races supérieures, et les races supérieures, en fait, c'est tout à fait normal qu'ils dirigent le monde, que la terre soit à eux, que les matières premières, en fait, nous sommes issus de ce monde-là. Donc, ça veut dire que on retrouve ces schémas de pensée partout dans le monde. C'est pour cela que, vous savez, c'est très compliqué. Parfois, je vais en Italie ou en Espagne, les gens me disent « Oui, mais quand même, où est-ce qu'il y a plus de racisme ?» Et les gens, à chaque fois, ils aimeraient entendre dire que dans leur pays, il y a moins de racisme qu'autre part. Et moi, je dis non, mais je ne réponds pas à cette question. C'est-à-dire que ce racisme-là est mondial. Vous savez, lorsque je parle de suprématie selon la couleur de la peau, moi, je suis des Antilles, d'accord? Les Antilles, c'est une terre qui s'est construite sur le génocide des populations autochtones, remplacée par des populations venues d'Afrique, mis en esclavage, des Européens. Après, ils ont été chercher à la fin de l'esclavage des personnes qui venaient d'Inde. Okay, donc il y a un mix de populations. Et on se dit que ces populations qui ont connu dans leur corps la violence de la hiérarchie selon la couleur de la peau auraient dû rejeter cette hiérarchie. Mais aux Antilles, il y a cette hiérarchie. Hein. Ma mère, par exemple, lorsqu'elle était plus jeune, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir un enfant qui aurait la peau chapée. D'accord? En français, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Ok, mais sur le continent africain, il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui s'éclaircissent la peau. Hein. En Asie, il y a des femmes qui s'éclaircissent la peau. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie selon la couleur de la peau. Et par exemple, il faut savoir que beaucoup de femmes noires s'éclaircissent la peau. Pourquoi? À cause des hommes noirs. Parce que les hommes noirs préfèrent les femmes plus claires de peau. Donc c'est pour cela que je dis que c'est vraiment quelque chose... c'est une histoire monde. Et ce n'est pas simplement une histoire selon les pays. Non. Cette vision du monde et de suprémacisme. Mais par exemple, vous savez, il y a un très beau débat entre Jules Ferry et Clémenceau sur ce sujet. Vous allez faire des recherches
et où en fait Clémenceau en fait dit à Jules Ferry, mais attendez, vous me parlez de race supérieure, de civilisation, mais en fait c'est des mensonges, c'est de la violence que vous me parlez. C'était un débat pour oui ou non la colonisation. Et donc c'est très important de comprendre qu'effectivement, lorsqu'on parle du racisme, on parle d'une histoire monde. Lorsqu'on parle du sexisme, on parle d'une histoire monde. Et l'homophobie aussi, par exemple, l'homophobie, quand j'en parle avec les enfants, très souvent, je leur demande d'où ça vient en fait, que dans nos sociétés, il y a ce rejet de l'homosexualité. Et ils finissent par comprendre mais que ça vient aussi des religions. Eh ouais. Mais en même temps, ce que je leur explique, c'est tout à fait compréhensible, parce que les religions, le but des religions, c'est d'avoir de plus en plus d'adeptes. Donc ça veut dire qu'ils vont inviter les couples à avoir plein d'enfants. Ben, l'homosexualité, comme il n'y a pas d'enfants, donc en fait, ils vont avoir une image très très négative. Et parfois, les enfants ne se rendent pas compte de ça, parce qu'encore une fois, il y a quelques-uns, lorsqu'ils sont nés, ils se disent tout de suite qu'ils sont blancs. C'est très rare. Surtout les jeunes de 20 ans qui se disent ça. Mais il n'y a aucun enfant qui sort et qui dit bah, je suis homophobe. Bah, ça n'existe pas. Ou oh, je suis raciste. Bah, non. En fait, c'est lié à une culture et à un conditionnement, à une histoire qu'on nous raconte. Voilà. Oui, je vous rejoins tout à fait sur cette histoire-monde, effectivement. Mais est-ce que vous considérez finalement que la laïcité, c'est le principe qui sécurise et qui qui pourrait limiter les discriminations? Est-ce que la laïcité pourrait diminuer? Est-ce que c'est bien le principe qui diminue les discriminations? Écoutez, si ça devait diminuer les discriminations, ben, les gens qui subissent les discriminations, en fait, ils ne comprennent pas. Parce que la laïcité, comment... En fait, la laïcité, c'est l'idée qu'on puisse vivre sa religion tranquillement, pleinement. C'est ça la laïcité, non? Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit un concept qui permet qu'il y ait moins de racisme ou de moins de discrimination. C'est-à-dire que dans nos sociétés aujourd'hui, mais si vous prenez le temps d'écouter la radio, la télé, vous allez voir qu'il y a toujours des discours racistes et que c'est accepté. Il y a des discours totalement, comment je pourrais dire, totalement, acceptés. C'est-à-dire que nous sommes en France, il y a un discours anti-musulman d'une puissance. C'est juste, on se dit, mais comment c'est possible en fait? Mais c'est partagé par la grande majorité des gens, où on peut dire tranquillement des choses. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans, en fait, ils ne comprennent pas, ils sont en dépression. Ils se disent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais par contre, on ne les entend jamais, c'est comme si c'était normal. Je veux dire, et ce n'est pas la laïcité qui va mettre fin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois bien, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on met juridiquement en place pour permettre cette égalité, si ce n'est la laïcité? Parce que l'égalité en droit, elle existe. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, vous savez, à travers les lois, il n'y a pas des lois qui discriminent, bien que si on cherche, il y en a quand même un tout petit peu. Mais, en fait, moi, ce que je pense, c'est comment on change le discours de société. Ce n'est pas simplement une chose. C'est pour ça que je dis que la neutralité, imaginez là, vous êtes tous des profs et vous partagez tous l'idée qu'en fait, il faut vraiment que ce soit une priorité de dénoncer les injustices dans vos classes. Vous imaginez le nombre d'élèves que vous allez toucher? Sauf que la plupart des gens ne le font pas. C'est ça la réalité. La plupart du temps, les gens ne le font pas. Il ne suffit pas de dire « oui, c'est pas bien, il faut qu'il y ait moins de racisme, moins de sexisme, moins d'homophobie ». Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut que chacun de nous, dans notre cadre, on puisse faire évoluer les choses. Et même si
chacun de nous, on met la bonne volonté, il ne faudrait pas qu'il y ait des discours politiques qui légitiment. Parce que très souvent, en fait, ce sont les discours politiques qui orientent la pensée des gens. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des discours ouvertement racistes. Mais en même temps, il y a des discours racistes parce que beaucoup de gens perçoivent qu'en face, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent l'égalité. Parce que moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de gens qui veulent l'égalité, en face, ceux qui ne veulent pas l'égalité vont se radicaliser. Et on va entendre que cela, en disant « oui, vous avez vu, il y a de plus en plus de racisme ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a moins de racisme que, par exemple, lorsque ma mère est née. Pour moi, il y a moins de racisme que lorsqu'il y avait mon grand-père. Et donc, c'est pour cela que je dis que c'est une très bonne chose que nous puissions discuter de ces sujets et mettre des stratégies pour continuer la chose. Mais la meilleure façon pour combattre le racisme dans une société, c'est avoir des politiques de redistribution dans la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me suis fait comprendre ou pas? Ça veut dire qu'il faut défendre des politiques de redistribution. Et à partir du moment où nous sommes dans une société où il y a l'idée qu'il faut prendre soin des plus démunis dans la société, en fait, déjà là, c'est une très bonne façon de combattre les injustices et de combattre le racisme. Parce que très souvent, ceux qui ne veulent pas de redistribution dans les sociétés renvoient les plus pauvres contre les plus pauvres. En disant aux pauvres, ça va mal, mais ça pourrait aller mieux. Si vous savez les bas années là, ils ne seraient pas là. Et d'ailleurs, si ça va mal, c'est de leur faute. Mais ça, c'est depuis la nuit du temps. Hein. C'est pour ça que quand je dis qu'on vous travaillez sur l'esclavage, vous allez voir qu'au début de l'esclavage, il y avait des solidarités entre personnes de toutes couleurs. Des noirs, des personnes blanches mis en esclavage, parce qu'ils étaient mis aussi en esclavage. Il y a eu des solidarités. Les solidarités ont été cassées quand on a dit « Ok, ceux-là, ils vont être esclaves à vie, pas vous ». C'est en fait comment, dans une société, on casse les solidarités. Voilà. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler de projets politiques. Combattre le racisme, le sexisme, l'homophobie, ce sont des projets politiques. Faire en sorte que chacun puisse vivre librement sa religion, ce sont des projets politiques. Voilà. Mais il y a des projets politiques qui, effectivement, n'en veulent pas pour pouvoir opprimer beaucoup de personnes. Voilà. Donc, ma question, elle va un petit peu rejoindre ce que vous venez de dire. Mais lors de votre carrière, vous avez joué en Italie et en Espagne. Vos enfants, ils jouent à l'heure actuelle en Italie, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est des pays qui sont un petit peu perçus en retard sur le sujet du racisme. L'Espagne et l'Italie, avec notamment des gestes racistes et des paroles racistes dans les stades. Est-ce que vous avez ressenti une évolution, positive ou négative, dans ces pays, entre vos fils et vous, et entre la France et ces pays, dans un deuxième temps? Et s'il y a une évolution négative, comment ne pas reproduire les mêmes erreurs? À la fin, j'ai pas entendu. S'il y a une évolution négative, comment ne pas reproduire les mêmes erreurs? Alors tout d'abord, on en parle de plus en plus de ces sujets, que ce soit en Italie, que ce soit en France. Moi, je me souviens très bien la première fois que j'avais subi le racisme à la télévision dans un match de foot. C'était avec un joueur de Bordeaux, je crois. Je pense que toi, tu n'étais même pas né. C'est Joseph-Antoine Bell. Ça te dit rien? Ouais, ben ça, oui, c'est là tout de suite, on voit. Toi, tu es jeune. Tu vois, ceux qui savent, ils disent « Ah ouais, Antoine Bell », ça veut dire que là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, ça veut dire que « Oh là là, mon Dieu !» Joseph-Antoine Bell, effectivement, qui s'était fait jeter des choses sur le table à Marseille. Moi, j'ai joué en Italie, effectivement, il y avait des bruits de singes quand je jouais au foot. Mes fils, aujourd'hui, sont joueurs de foot, ça existe encore, que ce soit en Italie ou en Espagne. Et c'est pour cela que je dis qu'effectivement, il y a vraiment des personnes qui ne veulent pas que les choses changent. Et voilà pourquoi il faut en parler, dénoncer. Bien évidemment, quand tu dénonces ces choses-là,
il faut savoir que ceux qui ne veulent pas de changement vont t'attaquer et vont essayer de délégitimer ce que je dis, ce que tu dis. Mais on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix et c'est pour cela qu'il faut inviter tout un chacun de sortir d'une certaine forme de neutralité et notamment les joueurs de foot. Parce que les joueurs de foot ont cette possibilité de toucher beaucoup de monde. Et donc, il faut qu'ils fassent vraiment ce travail-là. Et d'ailleurs, les politiques, sachant que les joueurs de foot peuvent toucher beaucoup de monde, chaque fois qu'il y a un joueur de foot qui prend la parole, on va essayer de délégitimer sa parole. Parce qu'en fait, il a une capacité énorme. Il peut toucher beaucoup de monde, donc il faut essayer de l'éliminer. Et donc, moi, j'essaie de dire aux joueurs de prendre la parole. Et très souvent, j'essaie aussi de questionner les joueurs blancs, parce que très souvent, lorsqu'on parle du racisme, en fait, on ne les entend pas. Et en fait, c'est ça qui est triste. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas questionné cette catégorie blanche. Parce que normalement, lorsqu'on parle de racisme, en fait, ça ne touche pas que les personnes qui pourraient subir le racisme. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Et là aussi, si on connaît l'histoire du racisme, on voit que les luttes pour l'égalité, ça a toujours été des luttes menées par des personnes de couleurs différentes, de religions différentes, de genres différents, dès le départ. Dès le départ. Et dès le départ, il y a toujours eu des personnes pour dire, écoutez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des supérieurs et des inférieurs, mais c'est faux, c'est pas vrai. Mais dès le départ, et ça on oublie, parce qu'il y a un discours qui dit, oui, mais ça c'était avant, et tous les gens pensaient comme ça. C'est faux. Il y a toujours eu des gens pour dire que c'était faux et qu'en fait, vous êtes en train de violenter les gens. Ça n'a rien à voir avec une hiérarchie, parce que cette hiérarchie n'existe pas. Et ça, dès le début. Oula, mon Dieu, j'allais rebondir, mais je ne rebondis pas. Il y a plein de questions. Je voulais vous parler d'une expérience personnelle. Je revenais de Martinique et j'avais jamais vécu le racisme avant. Et en fait, je suis entrée dans une classe de CM2 dans un petit patelin du Nord. Et mon enseignante m'a présentée vraiment comme une étrangère. On va accueillir cette année une petite Martiniquaise. Il va falloir être gentil avec elle. Et moi, directement, je l'ai très mal pris, je me suis mise à pleurer, etc. J'en ai parlé à ma mère qui allait voir l'enseignante. Et l'enseignante a dit à ma mère qu'elle était obligée de faire ça parce que elle ne pouvait rien y faire. Et en fait, toute l'année scolaire, j'ai subi du racisme par rapport à mes cheveux, ma couleur de peau. Et on a consulté plusieurs fois la directrice, etc., qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien y faire parce que c'était les familles et qu'autour d'eux, c'était comme ça depuis toujours et qu'ils ne pouvaient pas changer les choses et se confronter aux familles. Donc ma question, c'était comment faire dans ces situations où, pour certains, c'est une norme en fait d'être raciste, quoi, finalement. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches... D'accord. Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans. On va se tutoyer. 22 ans. J'ai un fils qui a 23 ans. Oh, c'est mignon. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut que tu saches, ou en tout cas, à l'époque, quelqu'un aurait dû te dire qu'en fait, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est les autres. Parce qu'effectivement, quand on est harcelé, parce que souvent, les gens ne comprennent pas que le racisme, c'est du harcèlement. Parce que très souvent, on dit oui, il faut lutter contre le harcèlement à l'école. Et je me dis, mais en fait, ils ne mettent jamais racisme à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est du harcèlement. Et quand tu es harcelé, peu importe si c'est sur ta couleur de peau ou autre chose, en fait, ça crée des traumatismes. Et surtout, lorsqu'en fait, on ne t'aide pas. Et on finit par te faire croire qu'en fait, il faut accepter. C'est à toi de trouver la solution. Et donc, tous ces adultes-là, en fait, ont été médiocres. Et toi, tu dois le savoir, ça. Parce que en tant qu'adulte, tu peux être médiocre. Et ce qui est très intéressant dans la médiocrité, c'est que chacun de nous, on peut être médiocre. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Et effectivement, par exemple, ta maman, si elle était consciente de l'histoire du racisme, elle aurait pu, en fait, te donner des mots qui auraient pu te permettre à te défendre. C'est-à-dire, effectivement, il y avait
des grandes chances que ça se termine comme ça. Tu viens de la Martinique, t'es arrivé où? Ok, tu étais la seule petite fille noire? Ok. Donc, normalement, ta maman, des gens autour de toi, auraient dû anticiper parce que, obligatoirement, puisque effectivement, tu es la seule, les préjugés racistes qui existent dans la société. Mais encore une fois, c'est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal, le racisme. Mais il y a vraiment beaucoup de gens, parce qu'ils se disent, tout le monde est raciste. Vous avez déjà entendu ça? Ouais, mais c'est normal, tout le monde est raciste, on est raciste contre un tel. D'ailleurs, les Noirs, c'est les plus racistes entre eux, vous savez ça? Ah oui, non, mais ils en parlent, mais quand même, il faut le dire. Et donc, ça veut dire que demain, tu vas être prof, tu vas être magnifique comme prof, je le sens. Et à ce moment-là, ta prof, justement, elle aurait dû avoir cette capacité de comprendre ce que tu es en train de vivre. Mais pour comprendre ce que tu es en train de vivre, elle doit connaître l'histoire du racisme. Parce que elle, pour elle, peut-être que ce ne sont que des jeux d'enfants. Tu sais, c'est très facile de dire ça comme ça, au moins tu n'as pas à y pensé. Et effectivement, ta maman a bien fait, elle a été à l'école, elle a alerté les gens. Et donc ça veut dire qu'elle t'a dit aussi, c'est normal que tu te défendes. Et encore une fois, c'est normal que tu te défendes. Et toi, c'est sûr que tu vas être une super prof. Parce que tu vas pouvoir justement prendre soin des enfants qui potentiellement pourraient être harcelés. Parce que je pense que quelque chose qui est très important, en tout cas moi, je vois ça comme ça, c'est que, en fait, on doit prendre soin des enfants. La meilleure façon pour un enfant de grandir sereinement, c'est qu'il puisse se sentir aimé. Moi, je dis très souvent aux enfants, si j'ai été sportif de haut niveau, c'est parce que les sportifs de haut niveau ont un truc assez incroyable. Ils ont une très 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 forte auto-estime d'eux-mêmes, qui peut faire peur parfois. Parce que la grande majorité des gens n'ont pas confiance en eux, en disant qu'est-ce qu'on va se passer, est-ce que ça va bien se passer, alors que le sportif de haut niveau, le mec il dit ouais ça va bien se passer. Je ne sais pas pour vous, peut-être ça va mal se passer pour vous, mais moi je vais vous dire ça va très très bien se passer. Et vous savez quoi, ça va tellement bien se passer que moi, à la fin, de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer. Toi, tu seras deuxième, moi, je serai premier. On dit, putain, mais lui, il est prétentieux, lui, c'est un fou, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est ça, l'auto-estime. Avoir une telle confiance en soi. Mais ça, c'est justement donner de l'amour aux enfants, leur dire, peu importe qui tu es, tu as beaucoup plus de potentiel en toi que tu le penses. Et le fait d'être harcelé, en fait, ça touche l'estime de soi. Et ça peut finir très, très mal. Donc, mademoiselle, déjà, vous allez être une prof incroyable. C'est d'accord avec moi? Et après, je viendrai vous faire des câlins. Mais des gros câlins. Et vous tous aussi, vous allez lui faire des câlins. Hein. C'est important. Donc, non, c'est très important d'en parler et puis de ne pas se laisser faire. Et je suis triste d'entendre ça. Mais vraiment. Parce que c'est toujours difficile de dépasser ça. Et j'espère que tu l'as dépassé. C'est sûr? Ça va ou tu l'as dépassé? Ah, vous voyez, c'est bien d'être honnête, parce qu'il y a toujours des traces, jusqu'au moment où on réfléchit bien et on finit par faire en sorte de n'avoir aucun doute que ces gens étaient vraiment, vraiment, vraiment stupides et lâches. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont lâches, qui ne veulent pas rentrer dans ces situations. Ok? Est-ce que vous pouvez applaudir, madame, s'il vous plaît? C'est plein d'amour. Hein. Alors, vous êtes d'où de la Martinique? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ok, moi je suis de la Guadeloupe. Vous connaissez la Guadeloupe? Ok, mais faites un tour, vous allez voir à quel point c'est beau. Ça, c'est une petite guerre entre Guadeloupe et Martinique. J'essaie de... Je vais rester debout parce que sinon on ne va pas me voir. Bonjour. Bonjour. Tout ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai en stage actuellement. Donc, je suis en stage CPE dans un lycée professionnel où on a 25% d'allophones, beaucoup d'élèves maghrébins, tout ça. Et on a diffusé un film
dans lequel on voit un Asiatique qui a un petit accent et tous les élèves se sont foutus de lui. Et j'ai trouvé ça assez bizarre venant d'eux, puisque eux-mêmes subissent du racisme assez régulièrement. Ils nous en parlent et on traite les situations. Et du coup, en fait, on a essayé d'en discuter avec eux, mais très fermés sur ça, parce que pour eux, ils ne conscientisent pas que c'est du racisme. Et en fait, ma question, c'est, au-delà de la discussion, est-ce que vous avez des idées de choses qu'on pourrait faire en tant que, moi, futur CPE ou prof, au lieu de punir, tout simplement, parce que je trouve que la punition, ça va à l'encontre de la discussion et ça peut encore plus les fermer sur le sujet. Voilà. Alors, écoutez, moi aussi, je ne suis pas trop pour la punition au départ, parce que la punition au départ, ça ne va pas résoudre le problème. Moi, je pense quand même qu'effectivement, la discussion, de leur faire comprendre qu'effectivement, mais ils pourraient être dans la situation où ils sont dans la situation où aussi ils subissent des moqueries. Mais ce qui est très intéressant dans le racisme et dans la hiérarchie, c'est ça vous permet de vous valoriser. Ça veut dire les rires de ces enfants-là, à ce moment-là, c'est-à-dire que nous sommes mieux que lui. Parce qu'il y a ça aussi dans le racisme. Et c'est pour ça que le racisme, c'est très très compliqué à combattre. Parce que vous pouvez, en disant que l'autre est inférieur, construire votre estime de vous-même. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut leur dire, mais en méprisant cette personne, est-ce que vous pensez être mieux que lui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose avec vous, hein. Et vous le savez très très bien. Et c'est pour cela que je dis que parfois, c'est essayer de parler d'eux et de dire à quel point, en fait, vous êtes méprisé, mais pour vous sentir mieux, vous méprisez les autres, mais on ne va pas s'en sortir. Moi, par exemple, quand j'étais joueur de foot, je vous ai dit, il y avait des gens qui faisaient le bruit du singe. Mais comme je connaissais l'histoire du racisme, je savais pourquoi ils faisaient le bruit du singe, parce qu'ils auraient pu faire le bruit du chat. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment comprendre l'histoire du racisme. Ils font le bruit du singe, pourquoi? Parce que historiquement, il y a la hiérarchie selon la couleur de la peau. Et en fait, l'homme noir était juste avant les singes. Et donc, on apprenait ça à l'école, dans les livres. Mais moi, à aucun moment, je pense que je suis un singe. Parce qu'en fait, l'important, c'est ce que vous pensez, vous, de vous-même. Mais très souvent, nous sommes tous éduqués aussi à construire notre estime de nous à travers du regard des autres. D'accord? Ça, c'est même pour les adultes, hein. C'est-à-dire que très souvent, on construit notre estime de nous-mêmes, pas sur ce que nous pensons de nous, ce que les autres pensent de nous. Et moi, effectivement, je comprenais, j'étais joueur de foot, donc ça veut dire que si tu es dans le stade, tu as rêvé d'être joueur de foot un jour. Donc ça veut dire que tu essaies de me rabaisser en me disant, ok, tu es joueur de foot, tu as de l'argent, tu es connu, mais tu restes un noir. Tu restes un noir. Mais moi, j'ai aucun problème d'être noir, hein. Donc c'est vraiment comprendre les mécanismes, et aussi c'est surtout que autour de vous, vous avez toujours des gens qui vont vous dire ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On t'insulte, mais c'est pas grave. Et donc ces élèves-là, moi je pense qu'effectivement, il faut les confronter à ce qu'ils vivent eux. Et ça veut dire que vous, on vous méprise pour la même chose en fait. Et donc ça veut dire que vous donnez raison à ceux qui vous méprisent. C'est par exemple, parfois je vais dans des classes et je trouve que c'est une très bonne manière d'analyser le racisme en demandant aux élèves de raconter des blagues racistes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui racontent des blagues racistes sur eux-mêmes. Non, mais c'est super intéressant d'analyser les blagues racistes et le montrer d'où ça vient, pourquoi. Et pour moi, les blagues racistes, c'est la meilleure façon que perdure le racisme dans la société. Les blagues sexistes, c'est la meilleure façon pour que le sexisme perdure. Parce qu'en fait, ouais, ça va, c'est une blague. Ouais, si on peut plus rire. Ouais, mais toi, t'es pas marrant, ça va, ça va. Des blagues homophobes aussi.
Non, mais moi je suis que, en tout cas quand on parle de ces sujets-là dans la classe, il faut être prêt à entendre n'importe quoi. Hein. Si jamais vous dites, voilà, on va parler du racisme ou de l'homophobie, il faut vraiment être prêt à entendre n'importe quoi. Donc il ne va pas falloir paniquer, il ne va pas falloir sortir le truc, ouais, tu vas être puni. Moi, une fois, j'ai été dans une classe, c'était surréaliste. On a commencé à parler de l'homophobie, de l'homosexualité. Et les enfants, ils ont dit, en fait, il faut les brûler. La prof, elle était en panique. Je leur dis, non, mais c'est leur avis, on va discuter. Ah oui, toi, tu veux les brûler, toi, tu veux... Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais parce que... Je dis, mais toi, t'es né homophobe, toi, en fait, depuis que tu étais petit. Il m'a pas dit que, comme blanc petit, hein. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Et on a commencé à discuter. Je leur dis, mais voilà, en fait, si vous voulez les brûler parce que vous les pensez différents, inférieurs, vous, selon votre couleur, votre religion, il y a des gens qui vous pensent inférieurs aussi. Donc ça veut dire que potentiellement, vous devriez accepter qu'on vous brûle aussi. Bah, il faut être logique. Et là, les mecs, généralement, quand il faut les brûler, eux, ils sont pas... C'est pas tellement... Ouais, accepté. Et je leur dis non. Parce que vous oubliez qu'avant d'être homosexuels, ce sont des êtres humains comme vous. Et je leur dis, mais en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est peut-être que parmi vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est homosexuel. Donc vous imaginez ce que la personne est en train d'entendre là? Parce qu'en fait, il y a plein de gens, jeunes homosexuels, qui se suicident à cause de nous, des discussions qu'on peut avoir. Donc vous imaginez? Et tout d'un coup, il y a une petite lumière qui s'est allumée, ils ont commencé à réfléchir, oui, on n'avait pas vu ça comme ça, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir discuter de ces sujets. Et parfois, oui, vous entendez des trucs, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils pensent, est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'école, il y en a qui veulent faire le mariole, mais en fait, ils le disent. Et donc, c'est pouvoir débattre de ces sujets, et moi, je suis plus sur ça que la punition. Voilà. Après, si ça va trop loin, s'il y a des actes, oui, là, la punition, c'est évident, pour signifier que ça, on n'accepte pas. Mais dans la discussion, en tout cas, prendre le temps de déconstruire. Parce que vous savez, parfois, moi, mes enfants, bon, écoutez, depuis petit, je leur dis, faites très attention de ne jamais juger quelqu'un sur la couleur de sa peau. Ne faites jamais attention de juger quelqu'un sur sa sexualité, sur son genre ou sur sa religion. Faites très attention, vous les enfants, à ne pas grandir et ne pas vous enfermer dans une couleur de peau ou dans une religion. Et je pense que si effectivement on travaille tout le temps sur ces sujets de l'enfermement et du fait de ne pas enfermer l'autre, ben déjà c'est une petite éducation. Voilà. Ça c'est un truc tout simple, mais qu'on ne fait pas. Bon, comme nous sommes entre nous, je vais vous raconter une histoire. J'étais autour d'une table avec des personnes que j'aimais beaucoup. Il y avait une petite fille. Et je lui dis, ma chérie, qu'est-ce que tu penses des Noirs? Elle me dit, mais les Noirs, ils sont méchants. Hein. Ah ouais, ils sont méchants. Je dis, ah bon, ils sont méchants, mais pourquoi ils sont méchants? Ah, mais ils sont méchants. Je dis, ben moi. Et là, tout d'un coup, elle n'avait pas vu que j'étais noir. Que je la connais depuis très longtemps, c'est juste pour dire. C'est ça qui est très intéressant. C'est que parfois, on ne se rend pas compte qu'à côté de nous, en fait, comme on ne pose jamais la question, on ne sait pas à quel point certains ont déjà enfermé d'autres dans des catégories. Et je lui disais, mais Marcus, Kéfren, ah non, je ne veux plus en parler, je ne veux plus en parler. C'est juste pour déconstruire en disant, les Noirs, ça n'existe pas. Les musulmans, ça n'existe pas. Les Juifs, ça n'existe pas. Les Blancs. En fait, c'est juste parfois déconstruire ces catégories. Mais je crois que sur le site de la Fondation, il y a un outil pédagogique, donc un petit film où je vais dans une classe discuter avec les enfants, et c'est super intéressant. Parce que les enfants, je ne me souviens plus l'âge des enfants, mais en fait, ils avaient déjà créé des catégories et ils me racontaient des histoires. Ils me disaient, ouais, les Asiatiques, ils sont forts en mathématiques. Ben, d'où ça vient?
Ça vient bien de quelque part, parce qu'ils sont petits. Donc ça veut dire que c'est aussi la faute des adultes que nous sommes que ça existe dans la société. Les Noirs, ils sont très très forts en sport. Ouais, ils sont forts. D'ailleurs, ici, là, qui pense que les Noirs sont plus forts en sport que les autres? Allez, sincèrement. Écoutez, très bonne réponse, sinon vous étiez renvoyé. Hein. C'est un test. Hein. On ne veut pas de profs comme ça. Hein. Alors, je me permets de regarder un petit peu l'heure, c'est 18h11. Mais oui, mais on ne voit pas, moi non plus, non, mais on ne voit pas le temps passer. Mais voilà. Du coup, en termes de timing, est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions? Il y avait des mains qui se levaient vers le fond. Bonjour monsieur, j'avais une question. Ok, on a remarqué ces dernières années en équipe de France qu'il y avait beaucoup de joueurs qui commençaient à parler pour défendre certaines causes. Et moi, vu que je suis de cette génération-là, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette prise de conscience de la portée médiatique, elle arrive que maintenant. Pourquoi avant, les autres générations, les joueurs ne prenaient pas conscience de leur portée pour défendre certaines causes. Est-ce que c'était impossible pour eux, il y avait beaucoup plus de barrières, ou alors c'était simplement parce qu'ils ne prenaient pas conscience de la portée qu'ils pouvaient avoir? Alors, tout d'abord, vous savez que lorsqu'on parle de hiérarchie, on parle de violence. Souvent, on oublie ça. Dans la hiérarchie selon la couleur de peau, la hiérarchie selon le genre, la sexualité, on parle de violence. Et si on parle de violence, on parle de peur. Peur d'être violenté. Ça veut dire que vous qui subissez dans la société, si vous prenez la parole, vous savez que vous allez être violenté. Parce que historiquement, vous le savez. Ça veut dire que moi, par exemple, la première fois que j'ai pris la parole pour dénoncer le racisme publiquement, la première personne qui m'a dit d'arrêter, c'est ma mère. Elle a dit, écoute-moi bien, toi. Ça suffit. Mais pourquoi? Parce qu'elle a été éduquée à avoir peur. Et là aussi, lorsque vous lisez les livres de Frantz Fanon, d'Aimé Césaire, il vous explique ça. Ça veut dire que dans la domination coloniale, les colonisés sont éduqués à avoir peur. Parce qu'en fait, sans colonisation, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de racisme. Sans de domination homme-femme, il n'y a pas de femmes violentées. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est pour cela que je dis que la société avance, ça veut dire qu'ils se sentent plus légitimes, ils ont moins peur et ils disent les choses. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut sortir de cette peur. Par exemple, parler du racisme, du sexisme, de l'homophobie, il ne faut pas avoir peur de parler de ces sujets. Ce n'est pas tabou. Pendant très longtemps, c'était tabou. Pendant très longtemps, les gens pensaient que c'était compliqué. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, jeune homme, dans votre remarque, si tu analyses aujourd'hui l'image que véhicule l'équipe de France, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup l'équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui prennent la parole. Mais peut-être que les gens qui vont te dire que ouais, cette équipe, je ne me sens pas vraiment en adéquation avec cette équipe. Mais parce qu'ils ne savent même pas que c'est lié à ça. Ça veut dire que les joueurs doivent jouer et se taire. Après, il y a des gens qui vont dire qu'il y a trop de joueurs noirs. Ce n'est pas vraiment l'équipe de France quand même. Ok. Il n'y a que des noirs. Mais les gens, ils n'ont pas compris que historiquement, les joueurs de l'équipe de France, en fait, c'est des enfants qui racontent l'histoire de l'immigration. Moi, avant moi, il y avait des Polonais. Moi, j'ai grandi, il y avait Platini, il y avait Fernandez. C'était des Espagnols, des Italiens. Mais ça raconte l'histoire, justement, de l'immigration. Aujourd'hui, ils ne voient pas des gens qui viennent de pays d'Afrique différents, ils voient des Noirs. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et c'est là qu'on peut toucher du doigt le racisme. D'ailleurs, entre nous, je vais vous poser une question, jeune homme. Quel est le joueur noir français que les gens adorent aujourd'hui? Dites-moi le nom, qu'on adore.
Non, 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 pas toutes les générations. Je parle d'aujourd'hui. Qu'on adore. Jeune homme, Henri, je joue plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais vous êtes vieux, vous. Je dis aujourd'hui, vous me dites Henri. Qui? Pogba. Vous? Maignan? Non. Moi, je pense que le joueur qui fait l'unanimité, c'est ni Maignan, ni Mbappé, c'est N'Golo Kanté. Je pense que si, quand vous dites N'Golo Kanté, les gens font « Ah ouais, ah ouais ». N'Golo Kanté, il est... J'adore N'Golo Kanté. Mais vous savez pourquoi tout le monde l'aime beaucoup, N'Golo Kanté? Parce qu'il ne parle jamais. Mais à partir du moment où vous ne savez pas ce qu'il pense, si N'Golo Kanté, par exemple, dit ce qu'il pense du racisme ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y a des gens qui l'aimeraient moins, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Donc, si vous voulez réussir dans la vie et être aimé, ne dites rien. Non, mais je rigole, mais en fait, très souvent, par exemple, regardez ce qui s'est passé avec Vinicius pour le Ballon d'Or. Eh bien, le reproche qu'on fait à Vinicius, en fait, c'est qu'il n'est pas gentil. Mais je vous assure, le reproche qu'on fait à Vinicius, c'est qu'il n'est pas gentil. Le mec qui subit le racisme et tout ça, mais on dit qu'il n'est pas gentil. Donc, en fait, c'est pour cela que je dis que c'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, justement, je pense qu'effectivement, il faut dénoncer les choses, il faut dire les choses. Et pour revenir, c'est pour cela aussi qu'il y a des hommes qui sont très très énervés aujourd'hui. Ça veut dire que les femmes, ils n'arrêtent pas de parler, vous voyez ce que je veux dire? Un jour c'est ça, mais qu'est-ce que... Oh, mais j'en peux plus, moi. Laissez-moi tranquille. À partir du moment où les gens parlent et revendiquent plus d'égalité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais moi, je pense que, au contraire, il faut parler, dénoncer les choses, parce que c'est la seule façon pour arriver à l'égalité. L'égalité, elle se gagne, elle ne se donne pas. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des avancées pour l'égalité, c'est qu'en fait, il y a eu des luttes. On oublie souvent de le dire. Et comme nous avons profité des luttes des générations d'avant, nous aussi, nous devons lutter pour plus d'égalité dans la société. Et il faut prendre conscience que ça passe par des volontés politiques. Voilà, ça c'est très important de comprendre que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, en fait, ce sont des volontés politiques. Et donc, chacun de nous, nous devons nous poser la question dans quelle direction politique nous devons aller. Mademoiselle? Oui, allez-y, parce que là, toute dernière, parce que là, je l'ai vue sur le côté. Je me suis dit, Lilian, arrête de parler, prends la question. C'est gentil. Vous avez parlé de politique, et donc nous, on se posait la question avec mes camarades, est-ce que vous-même, vous envisagez une carrière politique? Pour bien finir. Là. Alors, mais écoutez, tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par carrière politique? Parce que ce que je fais, c'est de la politique. Là, on parle de prendre un... Ah ben oui, moi je pense que le fait que vous soyez prof, c'est politique. Tout est... En fait, vous savez, moi j'ai beaucoup entendu ça. Oui, il faut qu'il arrête de faire de la politique, il faut qu'il joue au foot. Comme si le foot n'était pas politique. Ah, s'il y a bien un truc qui est politique, c'est le foot. Croyez-moi. On n'a pas le temps d'en parler. Ce sera la prochaine fois. Mais je pourrais vous montrer à quel point le foot est extrêmement politique. Extrêmement politique. Donc j'ai évité la question, c'est pas mal. T'as vu ou pas? Je suis un peu politique déjà. Non, moi je pense que ce que nous faisons au sein de la Fondation, c'est extrêmement politique. Voilà. Non, mais au regard de ceux qui vous inspirent, parce que nous, dans les textes qu'on a eu à lire pour cette rencontre, on a beaucoup parlé de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Barack Obama, et donc c'était dans ce sens-là. Est-ce que vous aussi, vous envisagez une carrière politique dans le sens de eux, ce qu'ils ont fait aussi?
Écoutez, alors là, moi je pense que, d'ailleurs, Martin Luther King n'a pas fait partie d'un parti politique. Donc, en tout cas, moi, je n'envisage pas de rentrer dans un parti politique. Ça, non. Mais de parler de certaines choses, oui, bien évidemment. Ok? Ça va comme réponse? Oui, merci. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là en vous remerciant vraiment très, très, très chaleureusement. On a pu voir toute l'attention qui était tournée vers vous et vraiment, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que c'était vraiment important de vous entendre et je pense que ça résonnera dans les parcours et dans les carrières de tous et toutes. Donc vraiment, un très, très grand merci. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Alors, un grand merci. Alors, sachez que j'ai beaucoup de respect pour les profs. Parce que moi, j'ai eu des profs qui vraiment ont changé ma vie et qui m'ont permis de comprendre l'importance des informations. Ça veut dire que effectivement, on ne se rend pas compte que en fait, c'est ce qui nous permet de réfléchir. Ça veut dire plus on a d'informations, plus on peut réfléchir la complexité des choses. Donc, j'espère que vous... Enfin, j'espère pas. Je sais que vous allez être de super profs et qu'il y a des enfants, peut-être qu'ils ne vont pas vous remercier tout de suite parce qu'on est des enfants, on ne peut pas comprendre. Mais quelques années après, ils disent « Ah ouais, ah je comprends, moi en fait, elle m'adorait, elle. » Quand elle me disait toujours « Tu peux faire plus, ne te contente pas de ça, mais tu ne te rends pas compte. » En fait, c'est elle m'aimait trop en fait. Parce que moi, je l'ai compris plus tard, parce que sur le moment, j'ai dit putain, vas-y, lâche-moi un peu, c'est toujours pour moi ou quoi. Et même au foot, c'est pareil. Parce qu'il y a des entraîneurs tout le temps, ils disent ouais, mais Lian. Je dis mais oh, le mec, ça suffit maintenant. C'est parce qu'en fait, vous allez percevoir des choses chez les enfants qu'ils ne perçoivent pas. Voilà. Donc un grand merci.